Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'édition Vox News de ce lundi 4 juillet 2016. Le procès de Simone Gbagbo suspendu en Côte d'Ivoire. Le jugement devant les assises d'Abidjan de l'ancienne première dame a été interrompu ce lundi pour une semaine. L'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui est poursuivie pour crime contre l'humanité, aurait fait un malaise en fin de semaine. Selon l'un de ses avocats, Madame Gbagbo est malade et internée dans une clinique d'Abidjan. Après des échanges entre le parquet général et la défense sur la santé de l'accusé, le président de la Cour a annoncé la reprise du procès pour le 11 juillet. Autre procès, celui en France de deux anciens bourgmestres accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Ce lundi, l'avocat général a requis contre les deux Rwandais la réclusion criminelle à perpétuité. Après 2 mois de procès devant la cour d'assises de Paris, Octavien Ngenzi et Tito Barahira ont été désignés comme étant des rouages essentiels du génocide dans leur commune de Kabarondo. L'avocat général les qualifiant à la fois de superviseurs, mais aussi de bourreaux à l'œuvre. Mardi, ce sera la défense qui aura la parole. Le verdict de ce procès pour l'histoire est quant à lui attendu mercredi 6 juillet. Je pense qu'il n'existe pas de peine qui soit adaptée à un crime de génocide. Mais nous ne pouvons quand même que nous réjouir, je dirais, que l'avocat général ait demandé la perpétuité. Avec la perpétuité, je crains qu'on soit obligé après d'aller dans un procès en appel. Et ça, je crois que ce serait extrêmement difficile de devoir revivre ce qu'on a vécu pendant ces 2 mois. J'ai senti des victimes de Kabarondo qui ont retrouvé la vie dans cette cour d'assises numéro 3. Ils ont été réhabilités. C'est le but d'un procès. Les reconnaître, les réhabiliter, leur donner cette dignité qu'on leur a ôtée en les jetant dans des fosses communes. Et c'est vrai que le fait d'avoir eu quand même plus de 70 témoins dans ce procès, ça change un peu le visage, je dirais. Même si in fine on juge des personnes coupables d'avoir commis cela, d'avoir commis le crime de génocide, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et les émotions, j'ai l'impression, ne sont pas les mêmes non plus. C'est d'un autre niveau, c'est un génocide qui a pratiquement, je dirais, un visage. Énorme coup de filet sur un réseau de passeurs africains en Italie. Le ministre de l'Intérieur, Angelino Alfano, a annoncé ce lundi que la police italienne a démantelé un réseau criminel dangereux dédié au trafic de migrants. Le groupe a pu être identifié grâce à l'aide d'un Érythréen, le premier passeur étranger intégré au programme de protection des repentis. Arrêté en 2014 en Sicile, l'homme de 32 ans a accepté de collaborer avec les enquêteurs à Palerme. Ce sont en tout 25 Érythréens, 12 Éthiopiens et 1 Italien qui ont été arrêtés dans toute l'Italie. Des personnes soupçonnées d'avoir participé au trafic de milliers de migrants, mais aussi au meurtre de migrants qui n'auraient pas eu assez d'argent pour payer leur traversée, à la revente de leurs organes à des trafiquants d'origine égyptienne, à l'organisation de mariages blancs ou encore à l'importation de khat, une drogue très consommée en Afrique de l'Est. Des centaines de personnes ont manifesté ce lundi à Nairobi. Leur objectif, dénoncer les meurtres brutaux de l'avocat Willy Kimani, de son client Josepha Mwenda et de leur chauffeur de taxi Joseph Mwiriri. Des assassinats dont les manifestants accusent 3 policiers, toujours maintenus en détention après leur comparution devant un tribunal de la capitale. Le rassemblement a eu lieu à l'initiative de la Commission nationale sur les droits de l'homme et du barreau kényan. Des protestataires réclament l'arrêt immédiat des exécutions extrajudiciaires au Kenya. Les 3 victimes avaient disparu le 23 juin après une audience au tribunal de Makovo. Leurs corps mutilés ont été retrouvés jeudi et vendredi dans la rivière Oldonyusabook, au sud-est de la capitale. C'est en Ouganda que Benyamin Netanyahou a lancé ce lundi sa tournée de 4 jours en Afrique. Pour le Premier ministre israélien, cette visite a pour objectif de consolider les relations israélo-africaines. Elle marque surtout le 40e anniversaire de la mort de son frère, Yonatan, dans le fameux raid d'Entebbe, une opération commando israélienne qui s'est déroulée dans la nuit du 3 au 4 juillet 1976 à l'aéroport international ougandais de la ville. Après un accueil par le président ougandais Yoweri Museveni et son épouse, l'arrivée de M. Netanyahou, accompagné de 80 hommes d'affaires, a été célébrée ce lundi par 19 coups de canon et une parade militaire.
C'est la première visite du Premier ministre israélien en Afrique subsaharienne depuis les années 1960, période où de nombreux pays africains avaient pris leur distance avec Israël à cause des guerres de l'État hébreu avec ses voisins, mais aussi des liens entre Tel Aviv et le régime d'apartheid en Afrique du Sud. L'Afrique est un continent qui se développe. Israël a hâte de renforcer ses liens avec tous ces pays. Beaucoup de leaders africains viennent en visite en Israël et je suis fier d'être le premier ministre israélien en plus de 20 ans à venir en Afrique subsaharienne. Après de nombreuses décennies, je peux dire explicitement qu'Israël revient en Afrique et que l'Afrique revient en Israël. Des passagers s'activent au comptoir pour leur check-in. Ils sont tous heureux et impatients d'embarquer sur ce vol direct entre Lomé et New York. Une première, puisque la plupart avaient l'habitude de transiter par l'Europe auparavant. C'est une bonne chose, nous sommes contents et soulagés. C'est la fin des tracasseries, des transits et escales en Europe avant d'aller aux États-Unis. Nous nous réjouissons. Un dispositif spécial a été installé à la nouvelle aérogare de Lomé pour effectuer ce vol, et ceci sous les regards d'experts américains. Et cette liaison est effectuée par la compagnie Ethiopian Airlines avec un Boeing 787 Dreamliner. Ce vol est opéré en partenariat avec la compagnie iSky basée à Lomé. L'Afrique est un vaste continent. L'Afrique de l'Ouest est si grande que nous avons eu besoin d'un partenaire comme iSky. iSky a ouvert l'Afrique de l'Ouest pour nous. Sans iSky, Ethiopian Airlines n'aurait pas enregistré ce genre de succès que nous rencontrons aujourd'hui, ni dominé le marché africain pour devenir maintenant la plus grande compagnie en Afrique. iSky a joué un rôle très important pour cela. Cette connexion avec les États-Unis, un vol direct, une première entre l'Afrique francophone et les États-Unis, est un couronnement. Donc ça positionne définitivement le Togo pour les cas où il y aurait encore un doute sur cette position de hub des transports. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a joué son rôle. iSky a amené les passagers d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, et Ethiopian les prend pour les amener aux États-Unis. Et nous offrons l'infrastructure aéroportuaire avec la sûreté et la sécurité qui va avec, naturellement avec la coopération des États-Unis d'Amérique qui nous ont accompagnés et qui nous ont donné des avis et des conseils sur comment améliorer notre niveau de sécurité. Le lancement de ce vol direct intervient à un moment où les autorités togolaises ont décidé de faire de Lomé un véritable hub aérien. Chers futurs voyageurs sur la ligne Lomé-New York, ce vol exceptionnel pour un État francophone intervient dans un contexte très favorable pour le secteur aéronautique togolais. Il est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs. 3 vols hebdomadaires sont programmés entre Lomé et New York pour le moment, mais il n'est pas exclu une augmentation de la fréquence en fonction de la demande. Nouveau sabotage d'installations d'hydrocarbures dans le delta du Niger. Les vengeurs du delta ont revendiqué dimanche 5 nouvelles attaques contre des infrastructures pétrolières et gazières. L'annonce a été faite par le groupe rebelle nigérian sur son compte Twitter, peu avant d'être suspendu par les administrateurs du réseau social. Les rebelles ont fait exploser vendredi l'oléoduc de la compagnie pétrolière nationale NNPC, qui mène à la raffinerie de Wari, ainsi que 2 autres oléoducs appartenant à sa filiale NPDC samedi. Et enfin, la destruction de 2 puits du groupe pétrolier américain Chevron dimanche. En Libye, alors que 4 ministres ont quitté vendredi le gouvernement d'union nationale, installé à Tripoli depuis le 29 mars, les forces du GNA continuent, elles, de combattre l'État islamique près de Sirte. Dernière victoire en date, la reprise d'un important quartier du centre-ville de ce fief djihadiste qu'elle tente de reconquérir. Le Burundi a célébré les 54 ans de son indépendance vendredi 1er juillet. Pour l'occasion, de nombreux défilés de danse traditionnelle ainsi qu'une parade militaire ont été présentés.
Malgré les festivités, la célébration avait un goût amer pour de nombreux Burundais, principalement en raison des problèmes socio-économiques et la tension politique qui règne dans le pays depuis la réélection du chef de l'État. Pour ceux qui ont assisté aux festivités vendredi, étaient notamment présents les représentants de plusieurs pays africains, comme l'ancien président tanzanien Jakaya Mrisho Kikwete. Monsieur Kikwete, qui a pris la parole à la tribune aux côtés du président burundais très controversé Pierre Nkurunziza. Au Burundi, aussi longtemps que vous êtes dans une même nation, même ces temps durs que vous traversez prendront fin. Le président Magufuli a le plaisir de vous annoncer que la Tanzanie sera avec vous, ainsi que tout le peuple burundais, que ce soit sous le soleil, qu'il pleuve matin ou soir. Au nord du continent, c'est une manifestation de protestation qui a eu lieu également vendredi. À Alger, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies pour demander la libération du directeur d'une chaîne de télévision privée algérienne, ainsi que celle du producteur d'une émission satirique diffusée par cette chaîne. Les deux hommes ont été arrêtés vendredi et placés en détention préventive. Dans cette affaire, la gendarmerie enquête sur les conditions de réalisation de l'émission Nesta, diffusée sur KBC, et qui traite sur le mode de la dérision des problèmes que vivent les Algériens. Les enquêteurs chercheraient à déterminer si le contenu de ce programme est conforme à une autorisation de tournage délivrée par le ministère de la Culture. Pour les militants rassemblés vendredi devant le Théâtre national d'Alger, il s'agit surtout d'empêcher la liberté d'expression d'avoir libre cours en Algérie. Je suis là pour soutenir mon ami Mehdi Ben Issa, qui est un producteur de cinéma talentueux, humble et courageux. Il ne mérite pas de passer aujourd'hui sa 6e nuit en prison. Et pour soutenir Noura Nedjaï, mais aussi Riyad Hartouf, qui ne méritent pas aussi d'être emprisonnés. Je suis là pour les soutenir et pour dire que nous sommes là et qu'ils doivent absolument compter sur nous. Et qu'on ne doit pas se taire surtout. Comme vous voyez aujourd'hui, nous sommes des journalistes, des artistes, présentateurs TV, des politiques et plein de monde aussi venus pour une seule cause, pour défendre encore la liberté d'expression. Et la plus grande cause pour parler de nos 3 amis, Mehdi, Riyad et Madame Nedjaï, qui sont en prison. Nous pensons que c'est une décision arbitraire et qu'ils devraient les libérer. Aujourd'hui, nous sommes solidaires avec eux parce qu'ils sont opprimés et ce sit-in n'est que le début. On en fera d'autres s'ils ne sont pas libérés. On veut être avec eux et on est là pour eux. Ça s'active en cuisine dans les locaux de l'association Jazer El Khair à Alger. Ces bénévoles préparent des repas gratuits tout au long du mois du Ramadan. Les plus démunis peuvent venir rompre le jeûne à leur table. Cette année, nous préparons 600 repas par jour. 300 repas sont réservés aux restaurants accueillant les migrants africains et 100 repas pour les 3 autres restaurants de l'association à Alger. Nous essayons de contenter tout le monde. Par exemple, ceux venus des pays africains ont droit à un menu spécial. Les déplacés et migrants africains sont particulièrement nombreux à se presser aux portes de l'association. Jazer El Khair a été créé il y a 5 ans et compte aujourd'hui environ 200 restaurants un peu partout dans le pays, dont 5 à Alger. Ces cuisines fonctionnent à plein régime pendant le Ramadan. 4000 bénévoles s'y étaient déjà relayés l'année dernière, en majorité des lycéens et des étudiants. J'encourage beaucoup, c'est très bon, très bonne chose. Ça nous range ici beaucoup. Au lieu d'aller payer le manger ailleurs, on préférait ici manger, comme on l'appelle, avec eux, est suffisant. Puis manger quand tu regardes le reste, c'est comme de la maison. Ça nous fait un grand plaisir. L'association Jeunesse El Khair, elle, travaille dans les aéroports, les gares ou les hôpitaux pour offrir de la nourriture. Ces bénévoles font même des expéditions de nuit et distribuent de l'eau, des fruits et du lait aux sans-abri pour le souhour, le repas pris à la fin de la nuit avant d'entamer la journée de jeûne. Le but de notre travail, c'est de voir le sourire sur le visage des sans-abri et de ceux qui n'arrivent pas à se nourrir ou à nourrir leur famille. Ça nous sert de moteur pour avancer. Les associations d'aide dépendent entièrement des dons et vont jusqu'à démarcher les entreprises pour ne pas manquer en approvisionnement, encourageant l'esprit de charité tout au long du mois sacré musulman. En France, on connaît désormais le carré final de l'Euro 2016. Le Portugal de Cristiano Ronaldo rencontrera le Pays de Galles de Bale mercredi en demi-finale.
La Seleção, victorieuse de la Pologne jeudi au tir au but, et le Pays de Galles, vainqueur vendredi face à la Belgique sur un score de 3-1. L'autre demi-finale de l'Euro opposera jeudi la France à l'Allemagne. Les champions du monde ont battu l'Italie samedi 1-1 et 6 tirs au but à 5. Les Allemands affronteront les hôtes de la compétition, des Bleus qui ont durement corrigé les Islandais dimanche sur un score de 5-2 avec un doublé d'Olivier Giroud. L'attaquant français plutôt concentré sur le match qui s'annonce plus difficile jeudi contre la Mannschaft. Ils ont un collectif remarquable et ils sont en confiance. Ils sont champions du monde, ils sont toujours dans le dernier carré. C'est les Allemands, donc je crois même qu'on les a jamais battus en phase finale. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir changer. Manuel Neuer est un grand gardien, mais on a aussi des très bons gardiens en France, en équipe de France. Donc voilà, bien sûr qu'il est un joueur clé de leur équipe, mais comme vous l'avez souligné, je lui ai marqué quelques buts et j'espère que mes coéquipiers en feront aussi davantage. En tout cas, c'est pas un mur infranchissable. On a progressé, oui, en montant en puissance, je dirais, maintenant sans s'enflammer, mais avec encore plus de certitude dans le jeu, où cette fois-ci, je pense qu'on a enlevé le frein à main. C'est un peu ce contre quoi on essaie de se battre depuis le début de cet Euro, commencer les matchs à fond, sans se poser de questions, entreprenant, et on l'a bien fait, ça c'est encourageant pour l'Allemagne. Après, est-ce qu'on aura la même liberté, je dirais, la même peut-être décompression contre l'Allemagne, je l'espère. C'est sûr qu'on était tous très touchés, très abattus après le match. J'ai eu l'occasion d'en discuter un peu avec Mesut à Arsenal, mais ouais, voilà, on a été tous très secoués. Maintenant, le rapport, voilà, il va pas. C'est pas parce qu'on a vécu quelque chose de difficile ce soir-là qu'on va peut-être se rapprocher ou quoi que ce soit. On va tout faire pour les mettre dehors jeudi en tout cas. En bref, à l'international, un attentat suicide a eu lieu ce lundi en Arabie Saoudite. Bilan provisoire de cette attaque qui s'est déroulée sur le parking d'un hôpital de Jeddah, un mort, le kamikaze, et 2 policiers blessés. L'explosion s'est déroulée aux abords du consulat américain à 2h15 heure locale, en ce jour de fête nationale américaine. Selon la télévision d'État saoudienne, les forces de sécurité ont également réussi à détruire 6 autres engins explosifs trouvés sur place. Pour le moment, aucune information sur les responsables derrière l'attentat, mais l'explosion coïncide avec l'annonce par les autorités du Koweït du démantèlement de 3 cellules de l'État islamique. Dans l'Irak voisin, ce sont au moins 213 morts qui sont à déplorer suite à un attentat dimanche. L'attaque à la voiture piégée, qui est l'une des plus meurtrières jamais perpétrées dans le pays depuis l'invasion américaine en 2003, a frappé un quartier commerçant de la capitale Bagdad. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat le jour même. Pour le spécialiste de l'Irak Karim Pakzad, cette attaque est la conséquence directe de la reprise récente de la ville de Falloujah par l'armée irakienne. Quant à l'attentat de Dacca au Bangladesh, 2 jours après sa survenue, les autorités ont observé dimanche une journée de deuil national. Le massacre perpétré vendredi dans un restaurant de la capitale a fait 20 morts, 20 clients internationaux initialement retenus en otage. Bien que le gouvernement soutienne que les responsables sont des djihadistes appartenant à un groupe local et non pas à l'État islamique, c'est bel et bien l'EI qui a revendiqué la tuerie. Une spécialiste livre son analyse. Pour elle, les autorités n'étaient pas préparées à l'événement dans cette zone de haute sécurité. Il y a 2 versions d'accord avec les parties impliquées. Selon le gouvernement, ce sont les membres du Jamatul, les Moudjahidines du Bangladesh et des locaux, alors que l'EI a revendiqué l'acte. Quelle que soit la vérité, les groupes, bien que différents, ont une idéologie identique. Donc finalement, ce sont les mêmes personnes. Ils sont peut-être du pays, mais il y a certainement des liens. On ne peut pas vraiment le nier. Et ce groupe s'efforce aussi de s'identifier au djihad qui a lieu à plus grande échelle à l'international.
Ils sont plus organisés, mieux entraînés, ils utilisent des armes qu'ils n'avaient pas avant. Avant, c'était des petits couteaux ou des armes légères. Mais là, ce sont des armes sophistiquées. Donc, à moins d'avoir un entraînement très organisé, ils ne peuvent pas mener ce genre d'opération. Le groupe État islamique est en train de perdre du terrain en Irak et en Syrie. Il cherche de nouveaux terrains. Et ce genre de structure est devenu en quelque sorte une franchise. Et ça doit être le cas probablement du Bangladesh. S'ils peuvent avoir ce terrain prêt sans trop d'efforts, pourquoi s'en priver? Décès du prix Nobel de la paix 1986, Elie Wiesel, samedi. L'auteur juif américain d'origine roumaine s'est éteint à l'âge de 87 ans chez lui à Manhattan. Elie Wiesel avait survécu à la Shoah et a parcouru le monde entier pour perpétuer la mémoire de l'extermination des Juifs par les nazis. Dimanche, à New York, la communauté juive était réunie pour rendre hommage à Elie Wiesel. Le philosophe, dont l'inhumation était prévue dans l'après-midi, a reçu un vibrant éloge funèbre de la part de proches ou simplement d'admirateurs de son parcours. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il soit l'une des plus grandes personnalités du siècle et on l'a peut-être minimisé. Elie a commencé à parler de l'Holocauste au monde et est devenu le porte-parole des personnes qui n'ont pas survécu. Il représente l'idée de l'amour, l'intervention, la tolérance, le souvenir et a toujours dévoué sa vie pour cela, pour ne jamais oublier le mal dans le monde, pour toujours se rappeler de la grande beauté du judaïsme et amener tout ça dans le monde et se rappeler d'aider quiconque souffre dans ce monde. Des chevaux et de la mode, ce sont les deux principaux ingrédients du Durban July. Samedi, l'événement a accueilli le gratin de la société sud-africaine pour assister à la plus grande course de chevaux du continent. Chaque année, depuis 120 ans, la haute société et les célébrités du pays se déguisent pour venir à Durban July. Cette année, ils étaient 55 000 spectateurs et les paris ont atteint plus de 30 millions de dollars, soit près de 18 milliards de francs CFA. Outre les courses hippiques, un défilé de mode a également eu lieu au cours de cet événement. Les passionnés de haute couture se sont mêlés aux turfistes aguerris et ont pu assister à la représentation des dernières créations des designers du monde entier. C'est toujours bien de revenir à la course du Durban July car c'est le plus grand événement de mode de l'année. Je pense que c'est un événement qu'on attend toujours avec impatience dans l'agenda des créateurs. Je pense que c'est tout aussi important pour les courses parce que cela ne se produirait pas sans tous les fashionistas qui viennent ici. Et vous voyez beaucoup de créativité et vous voyez aussi les tendances de la prochaine saison à prévoir. C'est la première fois que je viens au Durban July. Je suis juste venue pour voir ce qui était la mode, les gens et voir des célébrités. Une chose que j'aime ici, c'est la mode. C'est que tout le monde est incroyable. Vous pouvez le voir. Même moi, je suis tellement sexy. Waka, c'est le titre de la nouvelle comédie musicale à succès au Nigeria. Entre histoire d'amour, intrigue de pouvoir et d'argent, rêve d'immigration contrariée, la pièce met en scène une troupe de comédiens formés aux quatre coins du monde. En fond sonore, de l'afrobeat et d'autres rythmes endiablés. Grâce à tous ces ingrédients, Waka devient la première comédie musicale nigériane à s'exporter à Londres, et pas n'importe où, dans le fameux quartier des théâtres, le West End. Dans ce spectacle de 2 heures, le spectateur est embarqué dans une satire cinglante de la vie nigériane. La corruption n'y est pas épargnée. À Lagos, en décembre dernier, Waka a séduit plus de 9000 spectateurs à Lagos. La troupe sera en représentation dans la capitale britannique au Shaw Theatre du 21 au 25 juillet. Waka, la comédie musicale, est une satire politique et aussi une histoire d'amour. Ce que nous avons essayé de faire, c'est utiliser la situation politique du Nigeria et une histoire d'amour qui raconte ce qu'il arrive aux diplômés quand ils quittent l'école et nous suivons leur parcours de vie. C'est un mélange de 3 disciplines différentes, la danse, la musique et la performance des acteurs. Nous avons 3 ensembles de compétences que nous fusionnons ensemble. C'est un peu plus difficile que le théâtre classique parce que vous avez 3 compétences différentes qui travaillent ensemble en harmonie. C'est la première fois que nous avons une comédie musicale du Nigeria qui va se produire à Londres.
Nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois et cela dépendra de la réception du public. Mais c'est un projet qui pourrait se produire plus régulièrement. Je suis très heureux, surtout de jouer dans le West End. C'est comme le temple du théâtre à Londres. Vous savez, c'est passionnant, très intéressant pour moi. C'est la fin de ce bulletin d'information du 4 juillet 2016. Bonne suite de programme sur Vox Africa.